régime du Concordat. Napoléon avait signé avec le pape de l'époque un concordat qui faisait que les ecclésiastiques catholiques étaient salariés de l'État français. Les archevêques, les évêques, les curés, on payait leur salaire, on payait l'entretien des églises, et sur le modèle de ce concordat, l'État français avait passé un accord avec les églises protestantes et le consistoire israélite pour payer également les pasteurs et les rabbins. Alors, le Parlement français rompt le concordat par la loi de 1905 qui installe la séparation avec l'Église. Alors, là, le contexte est important. Après la défaite face à la Prusse et la reddition de Napoléon III, le régime, pour ceux qui ont fait cette partie de l'histoire, la République est installée avec une voix de majorité. L'Église catholique se prononce pour la monarchie. Elle intervient dans les affaires politiques. Elle fait appel, dans les messes, les curés font appel à voter contre les candidats républicains. Une partie de l'establishment catholique se prononce pour la culpabilité d'Alfred Dreyfus. Donc, la majorité républicaine en a assez de ce qu'on appelle le cléricalisme, c'est-à-dire l'intervention des religieux dans les affaires politiques des Français. Et la manifestation de ce cléricalisme éclate aux yeux des Français quand, après avoir répondu à une invitation du roi d'Italie à se rendre à Rome, le président Loubet, de retour à Paris, apprend par une fuite du prince de Monaco à Jean Jaurès, qu'il a publié dans l'Humanité, que tous les souverains catholiques d'Europe ont reçu une lettre d'admonestation du président Loubet pour dire qu'en tant que catholique, le président de la République française devait obéir au pape et aussi eu égard au lien de la France avec le Vatican. Alors là, bon, il y avait un travail d'une commission parlementaire avec le rapporteur Aristide Briand qui travaillait, mais là la France bascule en disant ça suffit, il faut la séparation, le président de la République française n'a pas à obéir au pape. Voilà. Et du coup, la loi de 1905 supprime les cultes reconnus, assure l'égalité de tous les citoyens, qu'ils soient croyants ou non, devant l'État, qui devient neutre, séparé de la religion, et c'est la loi qu'on appelle une loi de séparation, c'est l'article 2 de la loi. La République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. Voilà. Alors, ça je savais. Avant de commencer, je savais. Et moi je suis historien, donc je vais, quand je fais un travail, je cherche encore, je tombe sur un article très intéressant d'un de mes collègues, Jean-Louis Alperin, qui me ramène à la Bibliothèque nationale à l'époque pour y aller. Bon, sous le Covid, là, ça prenait 10 jours pour avoir une place. Je trouve une place, je tombe sur cet article 56 qui me signale une condamnation d'un cardinal par un tribunal de Reims en 1909. Alors là, en rentrant chez moi, je vais sur Gallica. Gallica, je trouve la condamnation, et puis je cherche et je trouve d'autres condamnations de plusieurs ecclésiastiques pour violation d'un article, de deux articles de la loi de 1905, les articles 34 et 35, parce que ces ecclésiastiques avaient, depuis leur chaire à l'Église, menacé des enfants de les priver de première communion s'ils étudiaient dans le livre d'un grand historien de la Révolution française qui s'appelait Aulard, l'histoire de France. Et les parents seraient privés de confession et privés de sacrement s'ils laissaient leurs enfants étudier dans ces manuels. Alors, il y avait prévu, c'est quand même formidable, prévu par la loi, un article qui dit « Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué
dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois, aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui fait ça est passible d'une peine d'amende de prison. Alors, qu'est-ce qu'a dit le tribunal? Qu'est-ce qu'ont dit les tribunaux? Ces discours, ces sermons, contenaient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, puisque ce manuel scolaire était prévu au programme. Donc c'est un acte légal de l'autorité publique. Donc c'était une provocation, il provoquait la résistance à l'exécution de la loi, passible d'amende ou de prison. Sur la base de cet article, des dizaines, plusieurs centaines de procédures ont été initiées. Pour quelles raisons? Alors là, il faut en réalité faire une histoire qui avait été, je dirais, oubliée. Vous savez que les historiens, ils ont un travail, c'est qu'il y a une telle masse de faits. Les historiens ne rapportent que des faits qui se sont produits. Mais ils les sélectionnent, puisque, évidemment, on ne peut pas tout dire. Eh bien, peu, depuis quelque temps, avaient sélectionné, dans l'histoire de France qu'ils racontaient aux Français, ce qui s'est passé entre 1906 et 1914. C'est-à-dire que la loi de 1905, on la présente même à l'envers de ce qui s'est passé. On dit, mais ça a très bien marché, parce que c'était avec l'Église catholique. Eh bien non, ça n'a pas du tout marché, puisque après que Briand ait fait un remarquable travail, qui avait valu à son texte de loi d'être approuvé dans les mêmes termes par le Sénat, ce qui n'arrive jamais aujourd'hui quasiment, et alors à l'époque absolument exceptionnel, parce qu'il avait négocié avec la minorité de la Chambre qui était pas favorable à la séparation, mais qui était le soutien de l'Église, des garanties que l'Église catholique pourrait maintenir son organisation dans le cadre des associations cultuelles, qui étaient des associations religieuses prévues pour faire fonctionner, je dirais plus facilement, des religions comme le protestantisme, le judaïsme ou l'islam, qui n'ont pas d'hierarchie, que l'Église catholique, qui ne fonctionne pas sur le modèle associatif. Donc l'Église catholique était inquiète de cela. Briand pensait l'avoir assuré. La loi est votée, et là le pape ordonne aux catholiques de refuser la loi. Et ce rejet se traduit déjà par de graves incidents au moment, alors ça on le sait un peu, des inventaires, dont il faut aller dans les églises pour regarder ce qu'il y a de valeur, pour pouvoir, puisqu'il va y avoir un transfert de biens, savoir ce qui est donné à la gestion des associations cultuelles catholiques. Le gouvernement tombe après qu'il y ait eu 2 morts, rentre au gouvernement Aristide Briand, ministre de l'Instruction publique et des cultes, et Georges Clemenceau, ministre de l'Intérieur. Et ce tandem, Briand-Clemenceau, va fonctionner. Alors ils vont changer de poste. Briand va devenir ministre de la Justice et des cultes, Clemenceau, président du Conseil et de l'Intérieur, et quand en 1909 Clemenceau quitte le gouvernement, Briand devient président du Conseil et devient président du Conseil de l'Intérieur et des cultes. Donc, le même homme, M. Briand, qui a été pendant 2 ans le rapporteur d'une loi remarquablement écrite, va être pendant 5 ans celui qui va principalement l'appliquer, épaulé par Clemenceau, dans une situation de quasi-guerre civile avec l'Église catholique. Parce qu'après les inventaires, le pape dit « Nous ne rentrons pas dans les associations cultuelles ». C'est-à-dire, les messes deviennent des réunions publiques classiques, et à l'époque, pour faire une réunion, il faut déclarer sa réunion et avoir l'autorisation du préfet, en tout cas de l'autorité municipale, l'autorité publique. Les curés reçoivent l'ordre de ne pas demander d'autorisation, toutes les messes deviennent illégales, ils reçoivent des amendes, les amendes pleuvent, donc là c'est la grave crise. Qu'est-ce que font Briand et Clemenceau? Eh bien, ils ont le choix. Ils envisagent, je dirais, une attitude guerrière, puisqu'ils envisagent la déchéance de nationalité des évêques ayant obéi à une puissance étrangère, le Vatican. Mais sur le conseil du secrétaire général de l'archevêché d'Albi,
qui leur dit: si vous faites ça, vous ferez des catholiques des martyrs, et le pape n'attend que ça. Il écrit: le pape est entouré de réactionnaires qui ne bougeront pas, et ils n'attendent que de devenir des martyrs. Donc il leur dit: il faut tourner le pape. Ça veut dire, en langage de l'époque, contourner le pape. Et comment contourner le pape? C'est de ne pas emmerder, excusez-moi l'expression, la masse des catholiques et des curés qui veulent juste aller à la messe, et ne s'attaquer qu'aux fauteurs de troubles. J'allais dire qu'aux ecclésiastiques catholiques radicalisés, pour employer une expression d'aujourd'hui. Et c'est ce qu'ils vont faire avec une grande réussite. Premièrement, ils font voter des lois qui permettent aux curés de se réunir dans l'église dans un cadre associatif souple, et non plus la loi 1905. Et ils déclarent, toutes les réunions, une autre loi déclare qu'il n'y a plus besoin d'autorisation pour demander le droit de réunion. Et c'est à cette affaire, dans ce contexte, qu'on doit la liberté de réunion. Et du coup, les messes veulent se réunir, il n'y a plus d'amende, tout se passe bien. Donc le pape est furieux que tout se passe bien. Et il décide de saisir l'occasion suivante, qui est un incident avec un instituteur qui, début 1907, M. Morisot, un instituteur de la Côte d'Or, déclare devant une classe, et c'est rapporté par une élève, une classe mixte, qui est considérée comme satanique à l'époque par le Vatican, et voilà ce qu'il dit aux élèves: il ne faut pas se confesser auprès du curé, mais auprès de ceux à qui vous avez fait du tort. Le bon Dieu, non, ceux qui croient en Dieu sont des imbéciles. Le bon Dieu, c'est un porte-monnaie bien garni. Voilà. Un parent d'élève porte plainte contre l'instituteur qui est condamné. Et à ce moment-là, tous les instituteurs de France se mobilisent en solidarité avec leurs collègues. Le ministre fait voter un texte pour la responsabilité des instituteurs en cours voilà, qui prononcent des paroles à l'école. Mais le pape se lance dans une riposte coordonnée directement depuis le Vatican, en coordination avec quatre prélats français. Et donc le 20 septembre 1908, une déclaration des cardinaux, archevêques, évêques de France, aux pères de famille de leur pays, est lue dans toutes les églises de France. Et vous surveillerez l'école publique. Vous emploierez tous les moyens légaux pour la maintenir dans l'observation de ce que nous appellerons, à défaut d'une expression meilleure, l'honnête neutralité. Si elle apparaissait être un péril pour la foi de vos enfants, vous devriez leur en interdire l'accès. Un an plus tard, une nouvelle lettre invite, beaucoup plus radicale, condamne les écoles mixtes où l'on pratique par le mélange des enfants des deux sexes un système d'éducation contraire à la morale et tout à fait indigne d'un peuple civilisé. Voilà ce que dit le pape. Et 4 manuels sont mis à l'index, donc interdits d'études pour les enfants catholiques, dont le fameux manuel L'Histoire de France par Alphonse Hollard et Antonin de Bidoux. Et à ce moment-là, Briand condamne le manifeste des évêques, mais dit c'est la liberté d'expression. En revanche, les menaces sont susceptibles de poursuite devant les tribunaux. Ce que dit Briand, je lis: pour ces hommes d'église, la paix du pays est l'obstacle à leur victoire. Ce qu'ils veulent, c'est la bataille âpre, brutale, la bataille de tous les instants, créer du désordre dans les communes en s'attaquant à l'école primaire et donner à entendre ceci aux Français: vous avez séparé l'État de l'Église, nous allons vous faire connaître la force de l'Église, nous prendrons en otage votre enseignement tout entier qui devra payer la rançon de cette réforme. Donc vous voyez le climat, hein, c'est pas très tranquille. Hein. Bon. Donc, poursuite dans tout le pays, dans la région aussi, et un certain nombre de curés, d'évêques sont condamnés, un cardinal.
Au début 1910, la revue Études, dans son recension de l'année 1909, dit l'année 1909 a été marquée par deux grands événements, la béatification de Jeanne d'Arc et la condamnation de 3 évêques, dont un cardinal. Alors, comme ils refusent de payer l'amende, on va chercher leurs biens à l'église, leurs biens privés, ils sont confisqués, vendus aux enchères, et ça fait quand même quelque chose. Et tous ces ecclésiastiques, s'ils touchaient une pension, parce qu'ils avaient été fonctionnaires jusqu'en 1905, après une condamnation, même en sursis, perdent leur pension, et donc tout ça finit par les calmer, et ils apprennent à être plus réservés, à arrêter les menaces, à arrêter les pressions. Mais ce que je voulais vous dire ici, c'est que ces incidents-là montrent comment la loi a été construite et qu'on avait oublié la construction jusqu'au projet de loi d'aujourd'hui. La loi, elle est construite de façon très clairement exprimée par ses concepteurs. Quand vous proclamez le droit de propriété dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, si vous vous contentez de faire ça, c'est-à-dire que si vous ne protégez pas la violation de la propriété, votre proclamation n'a aucun effet. Si quelqu'un vient occuper votre maison ou votre appartement, et si vous n'avez pas les moyens légaux de le punir, de le faire partir, votre proclamation sur le droit de propriété, c'est zéro. Et bien ils disent c'est pareil avec la liberté de conscience, le libre exercice des cultes ou la séparation. S'il n'y a pas des dispositions pénales qui permettent de protéger des pressions, comme on l'a vu tout à l'heure, la liberté de conscience, ou qui permettent de protéger la séparation, c'est-à-dire que si quelqu'un vient troubler un culte, une messe, cette personne peut aller en prison aussi, mais si des ecclésiastiques se mettent à troubler l'activité de la société, se mettent à s'attaquer à des fonctionnaires ou inciter des citoyens à faire violence, à se soulever, s'ils tentent à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, alors ces ecclésiastiques peuvent être condamnés à l'amende ou à la prison. Alors vous avez, dans votre questionnement, dit des choses que je crois ce que je viens de dire, auxquelles ça permet de répondre. Vous avez dit qu'il y avait une division sur la laïcité, entre les ouverts et les radicaux, etc. Alors, j'allais dire, parlons clairement. Il y en a qui disent, ceux qui se déclarent, entre guillemets, ouverts, il ne faut pas faire de discrimination à l'égard de nos compatriotes de culture musulmane. Il faut appliquer la loi, la laïcité c'est du droit, il faut appliquer la loi. Et puis d'autres qui disent, mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'islamisme radical? Il faut bien faire quelque chose. Et bien les deux camps avaient oublié ces dispositions de la loi dont je viens de parler. Et donc quelque part, le rappel de ces dispositions permet de les réunir, puisque pour les uns qui sont attachés à la loi, ça fait partie de la loi, sauf qu'ils avaient oublié de la regarder, cette partie-là, mais c'est toujours la loi, ça a été appliqué après 1906, et pour les autres qui avaient oublié ces dispositions, ça permet de s'appliquer aux islamistes radicaux. Et je vais vous donner un exemple très précis pour vous montrer comment l'ignorance a pu mener, jusqu'à très récemment, les autorités de notre pays. Donc, il y a le projet de loi qu'on appelle séparatisme. Mon livre sort en avril, mi-avril, et je suis auditionné début avril par la commission des lois du Sénat sur le projet de loi. Et je raconte, sans dévoiler tout évidemment, que cette histoire de l'article 35 des condamnations ecclésiastiques. Quelques jours plus tard, je crois même le lendemain de mon audition, les deux ministres de la Justice et de l'Intérieur sont auditionnés et deux sénateurs ayant entendu posent la question à ces ministres. Et quid de l'article 35 qui permettait de condamner les ecclésiastiques qui faisaient des menaces? Eh bien, ils répondent tous les deux, cet article 35 n'a jamais été appliqué. Et d'ailleurs, annonce M. Dupond-Moretti, nous avons décidé de soutenir sa suppression qui avait été votée par l'Assemblée nationale en première lecture. Donc, le seul article de la loi qui permettait de poursuivre des islamistes radicaux, avec fierté, M. Dupond-Moretti Darmanin annonçait qu'ils avaient été supprimés.
qu'il avait été supprimé. Ajoutons à cela, pour en revenir à M. Paty à son assassinat, car dans la foulée, quand l'enquête s'est rapidement développée après cet assassinat, on a découvert que l'imam de la mosquée de Pantin avait posté sur le site Facebook de la mosquée la vidéo qui avait probablement contribué à son assassinat. Alors je signale que, réagissant à cela, le gouvernement a fermé la mosquée et n'a pas poursuivi l'imam. Il n'a pas poursuivi l'imam, il n'a pas été poursuivi pour avoir fait ce qu'il a fait. Alors que l'article 35 dit si un discours prononcé en écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte tente à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, c'est exactement les termes qu'un juge pouvait dire ça s'applique exactement à cet imam. Eh bien, le gouvernement avait annoncé, ne l'a pas appliqué, et avait annoncé la suppression de cet article jusqu'à ce que ces sénateurs interviennent et le fassent rétablir dans la loi. Alors, qu'est-ce que ça montrait? Ça montrait que le gouvernement n'avait rien compris à la loi de 1905 avant de procéder à sa réforme. Donc, c'est quand même inquiétant sur l'état de méconnaissance alors des hommes politiques, parce que c'est eux mais c'est ceux qui sont derrière eux. Le secrétaire général du gouvernement, le Conseil d'État qui a fait un rapport sur la loi qui a d'ailleurs proposé la suppression de l'article 35. Et alors pourquoi alors, comment expliquer qu'ils étaient ignorants? Ils étaient ignorants d'abord parce que nous sommes devenus sous-développés en matière d'accès à la connaissance du droit. Bon, comme vous pouvez consulter, vous allez sur des sites spécialisés si vous voulez trouver un arrêt, mais on n'a pas mis sur l'Internet, contrairement à ce qu'ont fait les Américains dans tous les grands pays, ils mettent leurs décisions même depuis la création des États-Unis. Et nous, non. Les décisions du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, les arrêts, ne sont pas sur Internet, je crois que c'est avant la Seconde Guerre mondiale, ça n'y est pas. Donc, ceux qui regardent la jurisprudence, ils ne vont pas se fatiguer d'aller regarder dans les registres papier des années 1906 ou sur Gallica, ça prend du temps, etc. Hop, ils regardent sur Internet, ils ne trouvent rien, ils disent il n'y a rien. C'est ce qu'ils ont fait, là, les ministres. Alors ensuite, vous avez la division que vous connaissez en France entre les juridictions administratives et les juridictions générales. Alors, le Conseil d'État s'est un peu approprié la laïcité, etc. Mais là, ce que je raconte dans mon livre, c'est qu'à l'époque, la Cour de cassation, avec les dispositions pénales, était très puissante. Et Briand et Clémenceau sont appuyés sur la Cour de cassation, contre le Conseil d'État dans certaines affaires. Sur les sonneries de cloche, je raconte ça. Bon. Donc, ça a été oublié. Ça a été oublié. Donc, ce qui est intéressant, et je vais peut-être... je vais conclure sur un autre point. Ce qui est intéressant, c'est l'ignorance crasse et grave de l'ensemble de nos dirigeants sur les fondements de la laïcité, que j'ai un peu retrouvé à travers mes recherches, parce qu'après avoir trouvé ces arrêts sur Gallica, je me suis dit, il y a bien un carton d'archives. Alors j'en trouve un. Il fallait à l'époque attendre, juste après minuit, on se branchait pour trouver une place aux archives, je trouve une place. Et là-bas, je trouve 2, 3, 4, en fait j'en trouve 19 cartons. Des centaines de décisions. Toutes là. Toutes là. Donc là, il y a aussi un problème de la recherche. Du fait qu'il n'y a pas eu, ni chez les juristes, ni chez les historiens, il y a eu une négligence du travail de recherche sur cette période clé pour comprendre la loi de 1905. Parce que quand vous avez deux hommes aussi différents, qui d'ailleurs s'affrontent violemment pendant la Première Guerre mondiale, Clémenceau et Briand, qui sont d'accord sur une interprétation de la loi de 1905, eh bien on ne peut plus raconter qu'il y a 7 laïcités, ou 12, ou 14, ou 2. Il y en a une. Voilà, il y en a une. C'est celle qu'ils ont eu à appliquer en temps de crise, une crise très grave, parce que l'Église catholique à l'époque, c'était très puissant. Les mêmes instituteurs laïcs qui faisaient les cours à l'école, ils allaient à la messe. Voilà.
Ils allaient à la messe, ils fréquentaient la messe. Et ils se faisaient, voilà, et ils se faisaient interdire de, voilà. Donc il y avait, c'était quelque chose de très grave cette crise. Et c'est ce que je raconte dans ce livre qui n'avait pas jamais été raconté. Alors je vais conclure, puisque je suis devant des élèves et que vous êtes leur professeur. J'ai fait ce livre donc pour que des élèves, les professeurs, puissent se dire, après l'avoir lu, j'ai compris. J'ai compris, et pareil pour vous tous, hein, toutes, je pense que le livre est assez clair. Je crois que, franchement, il se lit, il se comprend. Voilà, on peut faire des sessions sur différents sujets. Mais il y a une chose que je voudrais dire par rapport au contexte d'aujourd'hui. J'ai fait l'objet d'un compte-rendu de ce livre par M. Zemmour dans le Figaro. Et M. Zemmour a conclu ce compte-rendu en disant que j'étais personnellement responsable de la mort de M. Paty. Pourquoi pas ? Pour avoir prôné l'arrivée d'immigrants comme le... Voilà. Je dois dire franchement que je n'ai absolument rien prôné. Et j'ai eu des responsabilités en 81, mais c'était bien avant l'arrivée de ces immigrants. Mais je dois dire que c'était un peu spécial. Quelqu'un a vu la gentillesse de m'envoyer ça à minuit avant d'aller me coucher. Ça m'a pas... J'ai pas très bien dormi cette nuit-là. Et alors, je me souviens plus exactement des termes de M. Zemmour, mais que j'ai d'ailleurs affronté dans un débat en 2018 sur une chaîne privée. Mais il disait exactement l'inverse, comme souvent. Enfin, il dit toujours un petit morceau de vrai, puis après tout est faux. Voilà. C'est ça la tactique de Zemmour. C'est ça qui fait que les gens peuvent croire si. Tout n'est pas faux. Il y a toujours un petit bout de vrai. Mais le bout de vrai est ensuite mélangé avec du tout faux. Et après, on s'y perd, je dirais. Et alors, il m'a attaqué sur un point qui est la conclusion de mon livre. Et je vais vous expliquer ce que j'ai dit dans ma conclusion. La France, donc, est le plus vieux pays d'immigration d'Europe. A connu des arrivées et avait des besoins d'immigration dès la fin du XIXe siècle pour faire fonctionner ses industries. Alors les arrivées d'abord sont venues d'Europe, et puis après la Seconde Guerre mondiale, mais déjà un peu avant, il y a eu une immigration qu'on appelle coloniale, puisque c'était lié à notre empire, qui était en voie de décolonisation, mais cette immigration est venue à l'époque, pour ce qui était des Algériens, des musulmans d'Algérie, comme on les appelait, ils étaient formellement français, et donc ils venaient travailler en France sans avoir besoin de permis, en tout cas après la Seconde Guerre mondiale. Là, ils sont venus, comme on les avait bien comme des travailleurs, souvent ils étaient venus en célibataire, et puis quand le gouvernement a arrêté l'immigration en 1974, ils ont tout arrêté, l'immigration de travail, et aussi ce qu'on appelle l'immigration familiale, qui, contrairement à ce que certaines personnes croient, a toujours existé. Sinon, on n'aurait pas eu Platini, qui avait une mère aussi italienne, et de nombreux, probablement, des gens qui ont des ancêtres ici, ou qui connaissent des familles. Évidemment que l'immigration familiale ne date pas de 1975, comme certains tentent à le dire, pour essayer de dire qu'il y a eu une très grave décision prise en 1975. Non, en 1975, ce qui a été dit, c'est avant, l'immigration familiale, c'était régi par des circulaires, et Chirac et Giscard ont dit, bah non, on va faire ça par un décret. Voilà. Ça a été modernisé, mais c'était la même règle. Et ce que les gens veulent dire quand ils disent c'était terrible la décision de 1975, c'est en fait qu'on a décidé d'appliquer la même règle aux familles, à toutes les familles, qu'elles soient européennes ou non européennes. Et on n'a pas fait de discrimination
contrairement au régime colonial qui était un régime de discrimination légale, on a décidé que vis-à-vis de nos anciens, je dirais, sujets coloniaux, devenus indépendants, et donc ayant une nationalité pleine et entière, on appliquerait les mêmes règles et on doit être fier d'avoir, enfin, c'est normal de l'avoir fait ainsi. Maintenant, comment les enfants de ces travailleurs ont été accueillis à l'école? On a créé, à leur intention, des enseignements de langue et de culture d'origine. Parce que l'idée était que peut-être qu'il fallait les faire partir. Et d'ailleurs, M. Giscard d'Estaing, dont je viens de parler, a essayé de les faire partir par la force. Et donc, il voulait que les enfants apprennent l'arabe avec des instituteurs ou des professeurs tunisiens, marocains ou algériens pour pouvoir repartir et ne pas être dépaysés dans le pays de leurs parents. Et c'était pareil pour les Portugais et les Turcs. Et puis, quand il s'est avéré qu'ils resteraient, on n'a pas supprimé, on a mis des années à supprimer. Mais on a décidé, oh, ces enfants, ils ne connaissent pas bien la religion, on va instituer l'enseignement du fait religieux. Moi, je suis une génération, on ne m'a pas fait l'enseignement du fait religieux. Je ne suis quand même pas trop mauvais citoyen, je crois. Eh bien, ce que je dis est la chose suivante. Vous admettrez comme moi que la laïcité, c'est le droit de ne pas croire, autant que le droit de croire. Mais si vous avez été élevé dans la religion, et que le groupe que constituent les croyants vous ont donné une fraternité, un lieu de sociabilité, mais que vous vous dites, je ne me sens plus croyant, ça arrive. Il y a quelque chose, je doute, je veux quitter. Il faut que vous vous sentiez une place, quelque part. Et cette place, l'école doit vous l'avoir fournie en vous montrant que vous apparteniez à l'histoire de la République, que vous étiez citoyen ou potentiel citoyen de la République. Ça veut dire que la priorité, quand ces enfants se sont installés, et je parle même des enfants d'ailleurs, de nos départements et territoires d'outre-mer, parce que les parents ont eu les mêmes sentiments d'arriver dans l'Hexagone et de ne pas être ressentis comme compatriotes. Parce que l'histoire de l'outre-mer, on ne la connaissait pas. Eh bien, il fallait avoir comme priorité d'enseigner l'histoire de la colonisation. Alors, on commence avec l'esclavage, l'abolition de l'esclavage, la colonisation, les décolonisations et les politiques d'immigration. C'était ça qui faisait que dans une salle de classe, tous les enfants, même si tous les enfants se retrouvent compatriotes. C'est cette histoire globale de la France, cette histoire mondiale de la France. Voilà, c'est ça qui fait que tous ces enfants sont français. Eh bien, on ne l'a pas fait en priorité. On a assigné en réalité ces enfants à une culture étrangère d'abord, à des langues étrangères, et ensuite à la religion. Et ça a été une erreur stratégique de l'ensemble du système éducatif. Une erreur qu'on doit corriger, que les professeurs d'ailleurs peuvent corriger en consacrant plus ou moins de temps à des programmes de toute façon tellement lourds qu'on doit faire des choix de priorité. Donc voilà ce que je voulais dire. Parce que cette histoire-là, ça n'est pas une histoire, de repentance. C'est une histoire de progrès. On est passé de l'esclavage à son abolition, et quand on a fait la deuxième abolition en 1848, on a été le premier pays à mettre dans son droit le crime contre l'humanité, punissable, 1848, pour les possesseurs d'esclaves ou les acheteurs d'esclaves français, de la déchéance de nationalité. On est passé de la colonisation à la décolonisation. Et ça ne s'est pas fait toujours bien, notamment avec l'Algérie, ni dans la manière dont on a colonisé, ni comme on a décolonisé. Mais on a tiré les leçons de ce passé et on a respecté, en tout cas en droit, formellement, on a le régime d'aujourd'hui de la France, ça n'est pas le régime de la colonisation où la discrimination était légale. Donc c'est toute cette histoire-là qu'il faut faire pour que nous sentions, pour qu'on se raconte une histoire commune, pas un roman national, mais un récit national
qui explique pourquoi nous sommes tous compatriotes. Voilà ce que je voulais vous dire pour introduire une discussion. Merci beaucoup. Voilà, la parole est à vous. Alors, Je vous laisse un petit peu de temps. oui. Bonsoir, monsieur. J'ai juste une question à vous poser. Je ne suis pas aussi féru que vous en droit. Et cette question, justement, Si ça marche, ça marche, ça marche. Moi je vous entends. ça marche. Et ça marche. Plus près, plus près. Plus près de la bouche. Alors, c'est à propos d'une résolution qui est sortie au Conseil à Bruxelles dernièrement, qui confirme que le port du voile, que ça s'appelle un djihad ou l'autre, le port du voile est une preuve de liberté également tout à la fois un choix personnel, un droit humain inaliénable et un outil de liberté pour les musulmans. Donc en fait là, comment le droit peut-il intervenir pour se battre contre ce genre d'affirmation? Alors je sais que à la sortie de cet article, qui est plus qu'un article, c'est une campagne de communication d'ailleurs qui a eu lieu à Bruxelles, à cette issue, la France est le seul pays qui se soit retiré. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Qu'est-ce que ça devient? Est-ce qu'il y a une enquête? Est-ce que... Voilà. C'est la seule question que je voulais... Ça n'est pas Bruxelles, c'est Strasbourg. C'est le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe n'a absolument aucune autorité sur les pays membres. Donc ils ont utilisé leur argent pour faire cette campagne qui est contraire. C'est une campagne d'opinion, pas une contraire, c'est pas une campagne factuelle. Bon. Donc c'est une opinion qui n'est pas partagée par un grand nombre de Français. Donc la campagne s'est arrêtée, en tout cas chez nous. Alors, je dirais qu'il faut distinguer les campagnes du droit. On peut avoir toutes les opinions qu'on veut sur le voile. Et d'ailleurs, on peut penser, les gens pensent que il ne s'est développé dans les 30 dernières années que sous l'impact de la révolution iranienne, ensuite récupéré par l'Arabie saoudite, vous pouvez, bien sûr, et que c'est une forme de patriarcat, ça n'a rien d'une obligation religieuse, c'est une campagne de certains radicaux, etc. Voilà. Ça, vous pouvez absolument le penser. Maintenant, c'est différent de le penser, de le dire, d'en parler, que d'en tirer les conclusions sur le plan du droit. Car cette question du port de signes religieux avait été débattue en 1905. Et même avant, certains républicains voulaient interdire le port de la soutane et des habits de bonne sœur. Moi, dans mon enfance, il y a à peu près, on voyait beaucoup de bonnes sœurs dans les rues qui portaient des sortes d'accoutrements qui ne sont pas très éloignés de ce que... voilà. Et bien, elles avaient le droit de... Mais je dirais que ce qui est très important, et c'est pour ça que ce que je pense avoir montré dans mon livre est très important, c'est que ce qu'il faut viser, ce qui est essentiel, c'est d'empêcher les pressions pour porter ces signes. Et ce n'est pas du tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. On s'est attaqué aux femmes qui portaient le voile et pas aux pressions qui peuvent exister, soit pour qu'elles le portent, soit pour qu'elles ne sortent pas de chez elles, soit pour qu'elles ne travaillent pas. Tout ça, ça n'a pas été fait. Or, l'article 31 dont je vous ai parlé, c'est-à-dire toute pression, eh bien, c'est un article que vous pouvez utiliser. Vous savez, quand vous pensez à quelque chose comme l'assistance à personne en danger, on ne sait pas où on l'a appris. Mais on sait que si quelqu'un tombe en marchant, en sortant de la salle, on se précipite pour aider la personne. Mais ça vient du code pénal au départ. Parce que la non-assistance à personne en danger est passible d'une peine, je crois, au moins d'amende. Mais après, c'est devenu une éthique que d'assister une personne en danger. Ce qu'on ne fait pas du tout aux États-Unis. Personne ne se précipite si vous tombez à la rue, on appelle quelqu'un, mais on ne se précipite pas soi-même. Eh bien, moi, je dis que
de dire la laïcité, c'est le droit de croire par croire sans pression, c'est un instrument formidable dans la vie autour de soi. Parce que un enfant, un jeune peut dire à quelqu'un de sa famille qui se mettrait à faire « Tu sais, ce que tu fais là, c'est illégal, que tu peux aller en prison. » Si on sait que c'est puni par le code pénal, avant même, et souvent sans avoir besoin de faire intervenir le tribunal, on apprend autour de soi le droit en connaissant ce genre de dispositions qu'on n'a pas du tout enseigné depuis des dizaines d'années. Donc c'est ça qui pour moi est la priorité, c'est que nous nous approprions, chacun d'entre nous, des éléments de ce droit, et que dans les conversations que vous ne manquez pas d'avoir avec des amis, avec des collègues, etc., vous donnez cette information. Et que cette information, parce que cette laïcité, elle ne peut vivre que si on se l'approprie. Et ce que j'ai essayé de faire avec mon livre, c'est qu'elle soit claire et qu'il ne faut pas attendre. Vous avez vu ce que j'ai dit sur les autorités publiques, leur méconnaissance du droit. Il ne faut pas les attendre, il faut se prendre en main nous-mêmes et je dirais, diffuser les valeurs, les valeurs et je dirais les principes qu'elle défend, c'est-à-dire celui de la liberté sans contrainte. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. Oui, alors justement pour continuer là-dessus, sur les dispositions pénales qui s'appliquent à tous les espaces. Alors si je comprends bien, ah oui, la pression. Le domicile aussi. Bien sûr. Alors cette pression, comment est-ce qu'il y a des dispositions pénales qui protégeraient les enfants d'une pression dont qu'on jugerait contraire à la loi? Mais alors, comment on fait? Comment on fait, si vous voulez? Quand on sait non, pas, non, mais comment on fait, si vous voulez, dans un état de droit, on saisit un juge. On saisit un juge. Et justement, on n'a pas saisi les juges depuis des dizaines d'années. Vous avez eu une affaire récemment d'un imam de la mosquée de Toulouse qui a appelé un mort aux juifs. Il n'a pas été condamné parce qu'on a dit qu'il a lu un verset du Coran, mais l'article 35 s'en fout que ce soit un verset du Coran. Mais ni le procureur, ni les associations qui étaient partie civile, etc., n'ont utilisé cet article. Donc vous voyez que l'ignorance est très... Ils n'avaient pas compris l'usage qu'ils pouvaient en faire. Donc il y avait quelqu'un dans la campagne, je ne vais pas dire son nom, dans la campagne présidentielle il y a 5 ans, il avait dit il faut un numéro vert là ici. Moi je trouve ça pas con. C'est-à-dire de dire comme il y a un numéro violence faite aux femmes, femmes battues, il pourrait y avoir un numéro atteinte à la laïcité, et on appelle et on dit j'ai besoin d'une protection, et voilà. Vous voyez déjà ça. Alors moi j'avais une question, c'est par rapport aux écoles. Oui. Avec la laïcité, est-ce que pour vous, faudrait par exemple pas mettre de plat au porc, des trucs comme ça? Alors ça c'est une très bonne question. Comme la précédente d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'a décidé le Conseil d'État? Vous voyez, c'est là aussi le Conseil d'État a dit que ça n'était pas contraire à la laïcité d'offrir des alternatives quand il y a des proscriptions religieuses. Donc si par exemple le maire de la commune, comme c'est les conseils municipaux qui organisent les repas scolaires, je ne sais pas comment ça se passe à Toulon, mais si le maire décide d'offrir des alternatives au porc quand il en donne dans les cantines scolaires, c'est tout à fait conforme à la laïcité. Il a aussi le droit de ne pas en offrir. Ça n'est pas une obligation. Voilà. Alors, donc, parce que je dirais, les proscriptions ou les prescriptions religieuses, pour des croyants, c'est important. Voilà. Et vous devez tenir compte de l'intérêt de l'enfant. Il y a quand même intérêt à manger, vous voyez. Donc il faut... Vous voyez, la laïcité n'est pas un corset anti-religieux. Je vais vous donner un autre exemple d'accommodement. Les émissions de radio et de télévision.
Officiellement, c'est le service public. Donc en principe, le service public est neutre. Mais la loi a prévu, avec beaucoup d'intelligence, que par exception au non-financement des cultes, quand vous êtes dans un endroit clos, à l'armée, dans une prison, dans un hôpital, vous ne pouvez pas sortir pour aller prier, eh bien, on va vous fournir un aumônier pour que vous puissiez exercer votre culte. Ce qui veut dire par là que la loi, en fait, ne fonctionne que parce qu'on a prévu différents espaces. À partir du moment où il y a la séparation, il y a l'espace de l'État qui est neutre. Vous avez l'espace du domicile où vous faites ce que vous voulez. Vous avez l'espace du lieu de culte. Si vous êtes un homme, vous vous découvrez en entrant dans une église, vous vous couvrez en entrant dans une synagogue, et vous enlevez vos chaussures en entrant dans une mosquée pour respecter les règles du culte. Et ensuite, il y a tout le reste. Là, il va y avoir, on va trouver des gens de toutes options, et il faut organiser la vie en commun. Eh bien, je dirais que dans l'affaire de la radio, des émissions de radio et télévision, on aurait pu dire, ah ben c'est le service public, on fait rien. Mais quelque part, c'était ne pas aider des personnes âgées qui ne peuvent plus, sans être à l'hôpital, qui ne peuvent pas bouger de chez elles, ou qui sont malades chez elles, qui sont trop loin d'un lieu de culte, et donc voilà, et qui peuvent du coup bénéficier de ce que dont bénéficient les personnes à qui on offre le service d'un aumônier. Voilà, c'est ça l'esprit de la laïcité. La laïcité n'est pas anti-religieuse. Oui, quand une personne reçoit des injonctions contradictoires entre la loi de la République et les lois religieuses, sa liberté de conscience peut l'amener à choisir peut-être les lois de la République en priorité, mais peut-être les lois religieuses en priorité. Bon, parce que peut-être une norme contre la... Par exemple par exemple, ne serait que le port du voile, par exemple. Le port du voile n'est pas interdit. Dans les lieux publics, le port du voile dans des lieux publics, il y a des personnes qui ont eu des problèmes. Oui, mais c'était pas interdit. Le port du voile par des fonctionnaires, oui. Bon. Mais dans ces cas-là, ils ne sont pas candidats à la fonction publique. Ils savent que les règles de la fonction publique, c'est de ne pas porter de signes religieux. Les lois de la République s'appliquent. La laïcité, c'est la République qui fait la loi. Alors attention, parfois on dit la laïcité, c'est l'égalité homme-femme. Non, en 1905, il n'y a pas égalité homme-femme. Pas du tout même. Pas du tout. Mais en 1905, il y a aussi que les religieux doivent respecter les lois de la République. Comme les lois de la République ont évolué, eh ben, l'obéissance aux lois évolue aussi. C'est plus les mêmes lois, mais on y obéit quand même. Et les religieux, d'ailleurs, participent à l'élaboration de la loi, parce que s'ils sont citoyens français, ils peuvent voter aux élections. Oui, mais il y en a qui invoquent leur liberté de conscience pour appliquer le droit religieux en priorité. Ils peuvent en conscience dire qu'ils n'aiment pas ce qu'ils ont à faire, mais ils doivent faire ce que dit la loi de la République, c'est tout. Il faut le rappeler, oui. Voilà. C'est la loi de la République qui, sur le territoire de la République, s'applique. En conscience, ils peuvent très bien s'exprimer contre. Ils ont le droit de dire qu'ils ne sont pas d'accord. Ça, c'est la liberté d'opinion sur laquelle, d'ailleurs, je voudrais dire quelques mots avant qu'on passe à la question suivante. J'ai dit tout à l'heure que ce qui s'est passé avec Samuel Paty, c'est la liberté d'opinion. Alors, je vais vous raconter d'où ça vient. Évidemment que... Alors, ça vient d'un moment d'avant la Révolution française. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, vous, les jeunes qui sont là, du martyre du chevalier de la Barre. Donc, c'est un jeune homme de 19 ans. Il y a eu dans sa commune d'Abbeville, une nuit de tempête, un crucifix qui est tombé sur un pont. Et on a appelé la population à dire ce qu'elle savait. Elle ne savait rien, parce que probablement c'était un effet naturel du vent. Mais
on est allé à la poursuite de 4 jeunes qui avaient fait un peu la fête un soir et qui après avaient terminé cette fête au cimetière en faisant des choses devant les croix, vomir et autre chose, et qui ne s'étaient pas prosternés devant une procession. 3 d'entre eux, 3 des 4 s'enfuient pour éviter les ennuis, et le 4e se dit « Moi, je suis prêt à aller en justice parce que je n'ai rien fait ». Ce jeune homme est condamné à mort après avoir subi des tortures atroces. On lui brise les os, on lui coupe la tête et on brûle son corps avec broché avec une épée sur son corps le dictionnaire philosophique de Voltaire. Ça, c'est en 1766. Et on ne mesure plus aujourd'hui le choc qu'a été cette affaire dans la population française, à 99% catholique. Une masse de gens s'est révoltée contre ce jugement. Et 40 ans plus tard, le juriste de la Révolution qui s'appelle Merlin de Douai écrit dans le dictionnaire de jurisprudence de 1807 « La France tremble encore du martyre imposé aux chevaliers de la Barre ». Et à partir de ce jour-là, une partie du pays a dit « ça n'est plus possible qu'on puisse mourir, qu'on puisse être torturé pour s'être moqué de la religion, même pour avoir insulté la religion. Il faut que ces choses-là soient libres. » Et dès la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la liberté d'opinion, y compris religieuse, est proclamée, et dès le premier code pénal de 1791, le délit de blasphème est supprimé. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que bien sûr qu'il y a un fond commun qui est le retrait du religieux de ces affaires d'opinion. Mais je dirais qu'en matière d'opinion, ce qui est garanti en droit, c'est le droit à l'irrespect. Alors que la laïcité, c'est un régime d'organisation du respect de toutes les options spirituelles. Et il y a des espaces, et on n'a pas le droit de ceci, on n'a pas le droit de cela. Ce n'est pas le même régime de droit. Ça a un lien, mais ça n'est pas le même régime. Et ce qui a entraîné la mort de M. Paty, c'est d'avoir, peut-être, c'est d'avoir appliqué ce qui est un acquis de la Révolution française, cette liberté d'opinion. Alors voilà, ma question, c'est quelle est la place du blasphème dans la société actuelle, par exemple l'affaire Mila ou les différents soulèvements sur les réseaux sociaux et l'indignation de certains par rapport à ce droit en France? Et bien voilà, ça tombe bien ce que je viens de vous dire, c'est que en fait, il y a des gens qui peuvent se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont les Français avec ce blasphème, ce droit au blasphème qui... Et bien c'est à cause de cette histoire. Vous voyez, cette histoire-là a marqué des générations de Français. Et ça a marqué la séparation au sein des catholiques entre ceux qui voulaient, je dirais, la séparation du religieux et du politique et ceux qui voulaient continuer à avoir le lien avec l'Église catholique, avec le Vatican, etc. Et j'ai fait cours récemment aux États-Unis et j'ai mis, vous savez, aux États-Unis, quand on fait cours, on prépare des textes à lire. Les élèves lisent beaucoup avant d'aller en classe. Et en classe, ils font les commentaires de ce qu'ils ont lu. Donc le prof travaille beaucoup avant la classe pour préparer les textes à lire. Et moi, j'avais donné à lire pour une classe des choses sur le blasphème et des choses qu'on appelle, sur les procès aux États-Unis, sur le darwinisme. Parce qu'aux États-Unis, c'est très polémique d'enseigner l'évolution telle que le propose Darwin. Chez nous, tout le monde s'en fiche. Alors pourquoi c'est chez eux c'est très important? Parce que chez eux, la rupture entre protestants devenus, je dirais, un peu laïcs et les autres, s'est fait autour de Darwin, autour de la réception de Darwin. Alors que chez nous, la rupture parmi les catholiques s'est fait au moment du siècle des Lumières et après l'affaire du Chevalier de la Barre. Donc ça, il faut expliquer. Il faut raconter l'affaire du Chevalier de la Barre et dire, depuis, nous ne cédons pas là-dessus, nous avons le droit au blasphème. Ce qu'on appelle blasphème, c'est un terme religieux, d'ailleurs, le droit, la critique, à rire de la religion, parce que ce sont des divinités. En revanche, on n'a pas le droit d'attaquer par la haine, par des discours haineux,
des personnes, eu égard à leur couleur de peau, à leur religion, parce que ça c'est punissable par la loi. Et il y a d'ailleurs des gens qui sont punis pour avoir eu tenu des propos anti-juifs, comme M. Dieudonné, anti-musulmans, comme Mme Brigitte Bardot ou M. Zemmour. Ils sont condamnés par les tribunaux. Mais on distingue les divinités, pour avoir le droit de critiquer, même violemment, des personnes pour lesquelles il y a des limites. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi la question que je me pose c'est, vous avez parlé certes d'ignorance, je le comprends parfaitement, mais à un moment donné il y a aussi un abandon des professeurs. Parce que quand on annule un débat à une semaine, le jour d'avant ce débat, la question de l'abandon des professeurs, de l'abandon d'une formation qui leur donne les possibilités de répondre aux questions des élèves, elle est importante. Et quelle est la réponse appropriée qu'on doit donner à cet abandon? C'est mon bouquin. Voilà, c'est pour ça, j'ai ressenti comme vous, hein. J'ai ressenti comme vous l'abandon. Et j'ai dit, c'est pas possible, moi je peux aider, donc je fais. Et j'ai fait ce livre en 2 mois et demi. Vous savez, un jour dans une conférence, je racontais, j'ai fait un bouquin sur les lettres d'Amérique de Clémenceau, je parlais de Clémenceau qui était... Clémenceau c'est un personnage intéressant, parce que d'abord il était élu du département, hein, je vous rappelle, hein, c'était un élu du Var. Hein. Alors, il avait commencé sa vie très à l'extrême gauche, et puis il a fini à droite. Mais il n'a jamais varié sur les principes de la République, en cas de ses principes à lui. La laïcité, l'anticolonialisme, sur l'affaire Dreyfus, il a été impeccable. Donc, si vous voulez, l'anticolonialisme, c'était à l'époque, il était seul. Hein. Franchement, contre Ferry, là, il était très en avance de son temps. Et ce que je trouve formidable, c'est qu'il est un bon exemple que les principes de la République peuvent être partagés avec des gens avec lesquels, par ailleurs, on n'a pas la même opinion politique sur des questions, d'autres sujets, même sur l'immigration. Je voyais, par exemple, moi, j'ai mené le combat contre l'inscription de la déchéance de nationalité dans la Constitution qui a été proposée par M. Hollande. Mais le combat a été gagné avec une partie de la droite au Sénat et à l'Assemblée nationale. Pas parce qu'ils étaient contre la déchéance de nationalité, parce qu'ils étaient contre la déchéance de nationalité dans la Constitution. C'est pas pareil. Parce qu'ils ne voulaient pas que le texte de la Constitution porte une disposition sur la déchéance. Mais ils étaient de droite, ils voulaient que ce soit possible. Mais vous voyez ça, c'est ça, je dirais, la République, elle est faite pour accueillir des gens de toutes opinions avec un cadre commun. Et la laïcité permet ce cadre commun parce que ça permet, et ça c'est un magnifique cadre qui permet à la fois d'accueillir les non-croyants et les croyants, avec des protections pour tout le monde. Et ça c'est assez exceptionnel. Je sais pas pourquoi alors après avoir raconté ça, il y a quelqu'un qui dit mais qui est Clémenceau aujourd'hui? On n'en a pas des Clémenceau en France. Ben, je dis non, on n'en a pas. Alors il faut être tous un peu des petits Clémenceau. Voilà. Chacun à votre niveau. Vous faites... Bonsoir. Bonsoir. Juste une question. Par rapport aux écoles en France, parce que nous on est au lycée, qui sont catholiques ou musulmanes, ça se trouve, mais qui sont certes souvent privées, donc ça reste dans un cadre privé la religion, mais qui quand même d'un côté dépendent de l'État, parce que c'est quand même de l'éducation. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que ça devrait continuer Ah, monsieur, là, vous ne voulez pas que je ranime la guerre scolaire. Bon, alors, c'est une très bonne question. Ça a été un sujet qui a divisé la France et les Français pendant des générations. Alors d'abord, il faut savoir que les républicains comme Clémenceau, justement, n'étaient pas pour l'école unique. Ils ne voulaient pas que les ecclésiastiques, que les congrégations fassent cours, enfin, c'est une sorte de... Mais ils étaient d'accord qu'il y ait des écoles privées. Donc Clémenceau était... Et même, ils étaient d'accord pour l'école à domicile, enfin, ils étaient d'accord pour qu'il n'y ait pas que l'école publique. Alors ensuite, il y a eu toute une bataille, soutenue par l'Église, pour que les impôts des parents qui mettaient leurs enfants dans les écoles privées puissent aller à des dépenses de ces écoles. Ça a été, je ne veux pas vous raconter toute cette histoire qui est connue par les générations plus anciennes, puisqu'il y a eu des grandes manifestations encore
en 84, 94, etc. Mais franchement, je dirais, c'était des opinions très tranchées, dans un sens pour dire on n'a pas donné de l'argent public à l'école privée, et dans l'autre en disant la Constitution oblige le droit à l'instruction, nos impôts doivent aller à ça. Alors c'est De Gaulle qui a trouvé un compromis avec la loi Debré de 59 qui dit que ces établissements dont vous parlez sont sous contrat. Ça veut dire qu'ils doivent respecter les programmes de l'école publique. Ça veut dire qu'ils doivent accepter des enfants de toute confession. Ils ne peuvent pas refuser. Une école catholique sous contrat ne peut pas prendre que des enfants catholiques. Et d'ailleurs, ça me permet de parler de la loi de 2004 sur l'interdiction des signes ostensibles dans les établissements publics, les écoles. La loi n'interdit pas les signes dans les écoles privées sous contrat, et d'ailleurs ça permet à des jeunes filles voilées qui ne peuvent plus aller à l'école publique d'aller dans les écoles sous contrat, le plus souvent catholiques, puisqu'il n'y a pas encore assez d'écoles musulmanes pour les accueillir. Voilà. Donc c'est un compromis. Voilà. Ça ne satisfait peut-être pas tout le monde, mais ça semble satisfaire les Français qui ont l'air d'apprécier, d'avoir le choix, sans que ce soit très coûteux, puisqu'il y a un financement public de ces écoles privées sous contrat. Monsieur le professeur, merci de nous avoir rappelé les arcanes qui ont conduit à l'adoption de cette loi. Cependant, je voulais vous poser une question. Comment se fait-il qu'il y ait aussi peu d'États laïques dans le monde? Merci. Alors, madame, d'abord, je ne suis pas aussi... on n'est pas si loin. Alors, d'abord, la laïcité comme souveraineté de la République par rapport à la religion a inspiré, dans son terminologie, Atatürk, qui a décidé d'appeler son régime laïcite, parce que c'était la souveraineté de lui, Atatürk, le chef de la République turque, sur le califat. C'est ça qu'il voulait assurer. Alors lui, pour assurer la souveraineté sur le califat, il désigne les imams, alors que nous, on a fait la séparation. Deuxièmement, le système américain, contrairement à ce qu'on croit, a beaucoup de points communs avec nous. Parce que aux États-Unis, comme chez nous, il n'y a pas de religion établie. Et oui. Et c'est assez rare, les régimes, il n'y a pas de religion établie, figurez-vous. Et où il y a la liberté de conscience. Parce qu'en Chine, il n'y a pas de religion établie, mais c'est interdit d'être croyant. Donc, alors ils n'ont pas les mêmes marques d'identité de leur système. Chez eux, le financement, comme nous l'avons avec... ça est quasiment impossible. Ils sont en train d'essayer de changer ça, ceux qui veulent, les chrétiens fondamentalistes qui veulent changer les règles, mais jusqu'à présent, on ne peut pas donner $1 pour une école religieuse, contrairement chez nous. Chez nous, on est très sensible à la séparation formelle. Il ne faut pas qu'il y ait de prière avant l'achat, il ne faut pas qu'il y ait d'habits religieux, mais on donne de l'argent. Là, on est moins sensible. Vous voyez ? Mais eux, ils sont sensibles à l'argent, et moins à la prière, parce qu'ils disent, ils ont supprimé les prières à l'école publique, en disant les enfants ne doivent pas faire l'objet de pression religieuse. Mais ils disent que quand on est adulte, si on n'est pas, il peut y avoir une prière avant la session du Parlement, si on n'est pas content, on n'y assiste pas. Les adultes doivent être capables de faire face à des opinions, y compris religieuses, qui ne leur plaisent pas. C'est ça l'idée. Donc voilà, je dirais que c'est un régime différent. Il n'y a pas de pénalisation. Par exemple, quand Biden a fait l'objet d'une menace de certains évêques parce qu'il applique les lois fédérales sur l'avortement, ils n'ont pas de moyens de pénalisation que nous avons. Et d'ailleurs, Briand, dans son rapport, le disait, les Américains, c'est une république jeune, ils n'ont pas encore fait certaines expériences avec les religieux. Voilà. Donc je dirais que... Et alors la dernière chose qui nous différencie des États-Unis, mais dont on est beaucoup plus proche que de l'Angleterre, par exemple. Vous voyez, parce qu'en Angleterre, il y a une religion établie. Alors quand on dit anglo-saxon, c'est ridicule. Ça. Non, après, on peut encore une question. Oui, une question. Une question. Bon. Donc, quand il y a... En droit, on est assez proche, mais quand il y a un conflit, que ça va aux politiques, je dirais, de par notre histoire, dans le triangle entre l'individu, l'État et le groupe religieux,
l'État apparaît comme le protecteur de l'individu face à la pression du groupe religieux. Alors que chez eux, le groupe religieux apparaît comme un protecteur de l'individu face à la pression de l'État anciennement anglican qu'ils ont fui. Voilà, c'est ça la grande différence. Dernière question ? Je voudrais revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui. Par rapport à ce qui s'est passé avec Samuel Paty, oui. Est-ce qu'on a supprimé le débat aussi parce qu'il y a eu peut-être une peur des professeurs et des répercussions qui pourrait y avoir face au débat? Oui, mais vous avez raison. Mais vous savez, il faut que les professeurs, moi je suis pour le débat, même le débat peut voir des opinions différentes s'exprimer. Mais par exemple, pour expliquer pourquoi en France il y a un très grand attachement au droit de critiquer, même de rire de la religion, il faut raconter l'histoire des chevaliers de la Barre. Sinon on ne comprend rien à notre histoire. Si on ne fait que de raconter des histoires de droit, les élèves, ils ne comprennent pas d'où ça vient. Il faut expliquer d'où ça vient. Pour comprendre la laïcité, il faut expliquer l'histoire du président Loubet qui se fait admonester par le pape, etc. Parce que là, on comprend pourquoi on a voulu la séparation. Pourquoi? Alors, pour en dire à la question précédente, oui, le régime français de 1905 est d'une modernité incroyable parce qu'il protège aussi bien le croyant que le non-croyant. Il le protège avec des dispositions pénales. Il faut expliquer tout ça. Mais si les professeurs n'ont pas ces instruments, évidemment qu'ils sont démunis devant les élèves. Un professeur qui arrive en cours sans être prêt, ça m'arrive parfois. Ça arrive, on n'est pas bien. Et les élèves le sentent en plus, quand un prof n'est pas prêt. Donc moi, ce que je voulais, c'est que les profs, et vous les élèves aussi, puissiez débattre en connaissance de cause, en ayant une connaissance de ce sujet, et non pas dans l'ignorance avec des slogans et des affrontements, du coup, complètement ineptes, parce que creux et non fondés sur la bonne connaissance de notre histoire. Bien. Alors écoutez, merci, parce que je crois vraiment qu'on a pris conscience de l'importance du récit pour répondre aux questions. La question du blasphème était là. Alors c'est vrai qu'on n'est pas des Clémenceau au CML, mais on est des passeurs et on va essayer de continuer à l'être. Voilà. Merci pour votre attention. Monsieur Veil va vous signer l'ouvrage à la sortie, si... Voilà.